Alors, bienvenue les gens représentant l'entreprise Axon au comité consultatif sur la réalité policière. C'est un plaisir de vous accueillir. Nous avons reçu au préalable votre document qui a été évidemment distribué aux membres. Les gens en ont pris connaissance. Alors, membres que je vous présente à l'instant, moi c'est Bernard Sévigné, je suis coordonnateur du comité consultatif et je vais agir à titre de président de la séance. Mes collègues qui m'accompagnent, Mme Nicole Gibault, qui est à Gatineau. Il y a Mme Marlene Jennings. Mme Jennings est à Montréal. Depuis Québec, M. Alexandre Matt. Et à Sherbrooke, M. Louis Côté. Tout comme moi d'ailleurs. Alors, nous avons, simplement pour rappeler les consignes, une présentation d'une dizaine de minutes de votre part. Je vais me permettre de vous signaler lorsqu'il va rester une minute et après ça, on va s'engager dans une période de questions pendant 20 minutes sous forme de questions-réponses. Au préalable, je vous disais que la rencontre est enregistrée et l'enregistrement va être déposé sur le site du ministère de la Sécurité publique aujourd'hui, donc un peu plus tard. Mais sachez que votre document est déjà public, est déjà sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique. Alors, M. Hassan, je vais, dans le premier temps, vous demander de vous présenter, de présenter les gens qui vous accompagnent également. Et après ces présentations, on procédera au chronomètre aux 10 minutes pour la présentation. Alors, la parole est à vous. Merci tout le monde. Moi, je suis Adam Hassan, je suis ingénieur de vente sur l'équipe Axon Canada. J'habite à Toronto, mais heureusement, j'étais inscrit à un programme d'immersion. Alors, moi, je suis aussi responsable pour nos marchés français. Euh, Mon rôle technique, c'est que vraiment, je suis l'expert sur nos technologies, mais en même fois, j'en ai assez d'expérience avec les technologies sûreté publique et je travaille avec nos agences et nos clients pour faire intégrer nos technologies dans leur environnement. Alors vraiment, on fait l'effort ne seulement pas de faire remplacer les outils avec les outils numériques, mais vraiment fait comme tout à fait une réévaluation des procès. Alors, on fait seulement pas comme une digitalisation des problèmes, mais vraiment une transformation. Alors, c'est mon but et je suis excité de travailler avec la province. Avec moi, j'en ai Benoît Charon, notre conseiller stratégique. Benoît et Loris, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Loris, je vais te laisser t'introduire. OK. Donc, Loris Jean-Touffet, je travaille pour le cabinet Teneo et je m'occupe des relations gouvernementales et relations publiques pour Axon depuis maintenant plusieurs années. Et voilà, c'est moi qui vais vous partager la présentation aujourd'hui. Vas-y, Benoît. Bonjour les membres du comité, mon nom est Benoît Charon. Je suis conseiller stratégique dans l'équipe d'Axon au Québec depuis maintenant 4 ans. Auparavant, j'ai été policier pendant plus de 30 ans au service de police de la ville de Gatineau, dont 8 ans à titre de responsable de la section pratique policière et technologie de l'information. Ça m'a amené à développer une expertise en gestion de projet, en technologie de l'information, puis d'amener les meilleurs outils pour optimiser les opérations policières. Bon, ben excellent, merci. Maintenant, je ne sais pas comment vous voulez procéder pour la présentation. On part le chrono, vous avez 10 minutes. Parfait, je vous partage mon écran. Est-ce que vous êtes tous capables de voir mon écran? Oui. Parfait. Benoît, c'est à toi. Oui, d'accord. Bonjour. D'abord, je vous remercie de nous laisser l'opportunité de pouvoir justement rencontrer les membres du comité et faire notre présentation. Aujourd'hui, nous désirons mettre l'accent principalement sur l'un des plus grands défis auxquels est confrontée la sécurité publique, c'est-à-dire la santé mentale, et vous présenter la façon dont une partie de notre technologie peut aider les organisations policières à mieux intervenir face à ce fléau qui touche tant de Canadiens. On estime qu'un adulte sur 5 présente ou a présenté des problèmes de santé mentale. On note une augmentation importante des interventions liées à des épisodes de troubles mentaux. Ces appels de service sont beaucoup plus susceptibles de nécessiter un retour à l'emploi de la force,
donc une plus grande probabilité de blessure ou de stress pour les personnes impliquées. Malheureusement, cela signifie que les patrouilleurs sont devenus les premiers répondants pour traiter ce genre d'intervention. Une technologie qui possède un grand potentiel dans le traitement des appels liés à la santé mentale est la réalité virtuelle. Lorsqu'on entend le terme RV, on pense immédiatement à son utilisation pour le jeu, mais on la retrouve également dans le domaine de la formation. En fait, des études récentes démontrent comment la réalité virtuelle peut être un excellent outil pour aider à enseigner l'empathie. Chez Axon, nous utilisons la réalité virtuelle pour élaborer un nouveau programme novateur de formation conçu pour aider les policiers à désamorcer les incidents liés à la santé mentale. Il existe présentement 3 modules différents axés sur la schizophrénie, l'autisme et les personnes suicidaires, et nous sommes à développer 6 modules supplémentaires qui seront disponibles au cours des prochains mois. L'objectif est de créer un environnement plus réaliste et immersif qui aide à renforcer l'empathie, plaçant les policiers dans la peau d'une personne qui subit des épisodes de trouble mental afin qu'ils puissent vivre l'expérience pour mieux comprendre les différents symptômes et facteurs qu'elle ressent. Quels sont les effets sur le sujet quand une lumière brille dans son visage? Comment les lumières du véhicule patrouille ont un impact sur le sujet? À quoi ressemble la voix d'une personne schizophrène? Cela permettra aux policiers de mieux sympathiser avec ceux qui souffrent d'un trouble mental ou d'une personne ayant des besoins spéciaux et prendre des décisions plus éclairées sur la façon de désamorcer une situation. Dès le début de 2021, nous débuterons le déploiement de nouvelles formations en simulation qui permettra une formation tactique basée sur des scénarios et équipera les policiers avec des meilleurs outils pour les aider à se préparer pour faire face aux événements stressants et traumatisants qu'ils peuvent rencontrer. Nous croyons que la réalité virtuelle révolutionnera la façon dont la formation est dispensée dans le milieu policier. L'une des autres tendances importantes que nous avons observées cette année est la demande croissante pour l'implantation de caméras portatives au pays, y compris au Québec. Cette demande provient des citoyens, des élus et des policiers eux-mêmes. La majorité des discussions sur cette technologie concernent la confiance, la transparence et la reddition de comptes. Bien que ces facteurs soient importants, il y a d'autres avantages à considérer. D'abord, les caméras portatives permettent de cumuler des preuves qui facilitent et accélèrent les processus judiciaires. Elles favorisent un meilleur comportement lorsque les gens savent qu'ils sont enregistrés. Les situations sont moins susceptibles de s'aggraver. Le recours à la force est réduit, résultant en un risque moindre de blessures et de stress pour les personnes impliquées. On note une réduction des plaintes à l'égard des policiers et celles-ci se règlent plus rapidement, engendrant des économies importantes en frais administratifs et légaux. Finalement, on observe une réduction du stress chez les policiers et leurs proches. En effet, ils auront une plus grande tranquillité d'esprit et se sentiront mieux, sachant qu'ils possèdent un portrait complet de ce qu'il s'est réellement produit. Les avancées récentes dans la technologie, telles que la diffusion en direct, ouvrent une panoplie de nouvelles possibilités. À titre d'exemple, pour les interventions en santé mentale, il y a beaucoup de discussions dernièrement pour la présence d'intervenants spécialisés lors d'une intervention auprès d'une personne désorganisée ou souffrant de troubles mentaux. Bien que cela semble excellent de première vue, ce n'est pas toujours pratique ou possible, plus particulièrement en région. Il y a également un enjeu de sécurité pour ces professionnels. Que se passerait-il si nous pouvions utiliser les caméras portatives et la diffusion en direct pour emmener virtuellement ces experts sur le lieu de l'intervention et obtenir des conseils en temps réel pour aider les policiers à désamorcer la situation et finalement assurer la sécurité des personnes impliquées. La vidéo que nous vous présentons illustre la façon que cette nouvelle technologie peut être utilisée lors d'un appel de service en santé mentale. Donc, je vais vous présenter une vidéo. Si vous n'êtes pas capable de la voir ou que l'image bug, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je vais vous l'envoyer par courriel. C'est une vidéo courte de quelques minutes. D'accord. N'hésitez pas à m'arrêter si vous ne voyez rien.
Annuellement, un Canadien sur 5 est atteint d'une maladie mentale ou d'un problème de toxicomanie. Par le temps où les Canadiens atteignent l'âge de 40 ans, 1 sur 2 a ou aura eu une maladie mentale. Comme les policiers sont généralement les premiers intervenants sur les lieux en situation de crise, on s'attend de plus en plus à ce qu'ils se doivent d'aider les personnes qui n'ont commis aucun crime. Par conséquent, ce sont les policiers qui déterminent si les personnes rencontrées doivent être traitées par le système de santé mentale ou le système judiciaire. 30187. Go ahead for 301. I'll get you to respond to 500 Two Nations Crossing for a suicidal male. En raison de cette augmentation de ces interactions, des équipes d'intervention en situation de crise ou de co-réponse ont été créées et déployées pour répondre plus adéquatement à ces appels de service. Toutefois, les services de police transférant des ressources rares pour améliorer ces interventions, il est nécessaire de comprendre les défis qu'ils doivent relever et trouver des nouvelles façons novatrices en tirant parti de la technologie pour soutenir et améliorer la réponse de la police aux incidents liés aux crises de santé mentale. I'm here to help you. Do you live more? 31187, I'll connect you with the mental health professional. Same day, I can't imagine. Today you're not alone. Let me see. Living room and turn on the TV. You want to jump? Well, will you promise me you won't jump as long as we're talking? You're not alone, though. You have us. We're here to help. Focus on his daughter that's having baby. Reassure him. That's good. Remind him he has an appointment next week too. When did this all happen? Bien qu'il n'y ait pas encore eu beaucoup de recherches sur le sujet, ces deux études ainsi que d'autres littératures semblent suggérer que la présence d'une équipe d'intervention de crise est bénéfique pour les Is it all right services if I come to policiers. you and we talk somewhere a little safer? Des ressources supplémentaires sont fournies aux clients, il y a moins d'arrestations et il y a une diminution des coûts financiers pour les services policiers. Des données probantes ont même révélé que ces programmes peuvent améliorer les résultats pour les clients grâce à une sensibilisation accrue et à l'utilisation de ressources communautaires en santé mentale. L'Axon Bod 3 est la première caméra corporelle connectée avec une sensibilisation de la situation en temps réel, permettant aux professionnels de la santé mentale de voir et d'aider le policier à intervenir lors d'une situation pendant qu'elle se produit. Bien que la technologie ne soit pas la seule réponse à ce problème extrêmement complexe, chez Axon, nous croyons que l'utilisation d'outils novateurs tels que la diffusion en direct peut jouer un rôle majeur pour supporter les services policiers et la réponse de la communauté aux incidents de santé mentale, parce que nous savons qu'il doit y avoir une meilleure façon. Voilà, vous voyez Bien qu'il s'agisse d'une technologie relativement nouvelle, plusieurs services de police au pays voient déjà un moyen plus efficace et sécuritaire de traiter ce genre d'intervention. Enfin, une autre technologie disponible à la désescalade des situations critiques sont les armes à impulsion électrique. Non seulement les AIE fournissent aux policiers un autre moyen de désamorcer ces situations, elles offrent également une solution alternative moins létale lorsque le recours à l'emploi de la force est rendu nécessaire. Notre dernier modèle, le Taser 7, donne aux policiers la confiance requise pour désamorcer les situations dangereuses. Combiné à notre programme complet de formation, les services de police seront en mesure de démontrer à la communauté leur engagement envers la sécurité grâce à une formation de désescalade qui améliore les résultats. Si vous voulez conclure, M. Charron, le temps passe. Oui, ce ne sont que quelques-unes des nouvelles technologies que nous avons développées au cours des derniers 25 ans. Nous avons travaillé avec des milliers d'organismes d'application de la loi à travers le monde et nous avons réalisé une énorme possibilité de tirer parti de la technologie afin de relever et de résoudre certains de ses plus grands défis.
Et nous croyons que la meilleure façon d'y parvenir est par le biais d'un réseau d'appareils connectés, d'applications technologiques et de personnes. Nous continuerons à développer des technologies novatrices pour relever ces défis, y compris celui de la santé mentale. Je vous remercie. Merci, M. Charon. Alors, la table est mise pour la période de questions. Alors, qui se lance? Monsieur Matt, la parole est à vous. Oui, bonjour. Qu'en est-il de la confidentialité? Là, on voyait les images qui étaient transférées en direct là, chez une intervenante qui est à domicile chez eux. Il y a de la confidentialité quand même qui doit persister dans la transmission des images jusqu'à la police peut emmener en cours par la suite. C'est quoi les niveaux de protection qui peuvent être placés ou en tout cas rassurer les corps de police là-dessus? Je peux vous assurer que la solution, la façon... Adam, peut-être tu peux expliquer un peu plus sur le côté technique? Votre micro, M. Hassan, on vous voit maintenant, par exemple. Oui, j'avais du succès avec un reboot. En effet, il y a des standards niveau sécurité InfoSec qui étaient établis par le gouvernement du Canada pour héberger les données au niveau des protégés B dans la nuage. Et puis, en effet, la compagnie Axon, on a établi nos data centers en partenariat avec la compagnie Microsoft. Ils sont hébergés en Québec ainsi qu'au Toronto. Alors, c'est hébergé et stocké au Canada. Et aussi, l'application même est stockée au Canada. Alors, il y a une cloud canadienne qui a achevé les niveaux sécuritaires pour héberger ces types de données dans une manière sécurisée. Et aussi, l'accès aux applications, c'est contrôlé seulement par l'Agence de santé publique. Ils ont complet contrôle avec des rôles et des accès qui sont barrés, ils sont délégués avec la permission des admins et les chefs dans chaque organisation. Alors, ce n'est pas comme une transmission des données sur une Internet ouverte. Merci. Ça, M. Matt. M. Gauthier. Écoutez, il y a eu des projets pilotes de fait, puis il y a quelques années déjà, on disait que ça n'avait pas été concluant, les caméras corporelles en passant. Ils n'ont pas le taser. Mais on dit qu'aujourd'hui, c'était, surtout à cause de problèmes technologiques, la caméra d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'il y a 10 ans. C'est quoi la différence? Adam? La caméra, présentement, c'est notre 5e génération, la caméra corporelle. Alors, c'était toujours une caméra qui était battue avec le express purpose seulement pour la sûreté publique. Alors, ce n'est pas comme une cellular camera qui était refaite pour comme un outil de sûreté publique. C'est un effort d'ingénierie spécialisé pour la police. De ce que je comprends, les outils nuagiques qu'ils utilisaient pour gérer les preuves numériques, on a fait beaucoup de mises à jour de le temps qu'il y avait le programme pilote. En effet, spécifiquement les outils de caviardage, on a fait un progrès énorme en comparaison au temps de période où le SPVM a fait leur pilote. Il y a sûrement pour les corps policiers une évaluation co-bénéfice, mais la vie utile de votre génération numéro 5 avec la 6 sorte, parce que si les corps policiers embarquent dans le principe de caméra corporelle, est-ce qu'ils vont trouver des changements aux 6 mois, aux ans, aux 2 ans, aux 3 ans? Avez-vous une idée de ce qui attend les corps policiers par rapport au développement technologique des caméras et l'obligation de suivre le développement technologique, parce que souvent de fois, on parle de désuétude, puis on n'offre plus le service. Par exemple, le numéro 8 est sorti, mais le numéro 5, on ne donne plus le service. Fait que, on s'en va vers quoi là-dedans? Ce caméra même, le gros change, c'est que la caméra est une caméra à un appareil qui est branché au réseau au temps réel. Alors, ça nous donne maintenant un accès au niveau des détails donnés qu'on n'avait aucun accès auparavant. Alors, présentement et puis à l'avenir, maintenant, on a un outil, c'est vraiment
pas seulement une caméra, mais maintenant, c'est une caméra et c'est aussi comme une radio, c'est aussi maintenant un portail pour achever comme un lien entre le mental health de les membres de votre communauté, aussi les polices même, et puis avec les caméras qui viennent à l'arrière, on aura maintenant comme une base de données plus expandée. Alors, il y a des plans pour faire améliorer les intégrations entre les caméras et même comme les heart rate et aussi les niveaux de stress et des choses comme ça pour donner vraiment une analyse aux santé de vos membres de sûreté publique aussi. Si je peux rajouter, c'est que souvent dans les contrats qui sont faits avec l'entreprise, il y a une possibilité d'upgrader les équipements. Donc, au fil des ans, c'est un peu comme un contrat de location où est-ce qu'au bout de 30 mois, il y a une possibilité de pouvoir rehausser avec la technologie qui évolue. Étant donné que c'est une solution infonuagique, une application SaaS, quand on signe un contrat avec l'entreprise, on bénéficie également du rehaussement des applications technologiques qui se font au fur et à mesure. C'est inclus dans le contrat. Et puis, finalement, les équipements sont robustes, donc il y a quand même une durée de vie. On peut, dans le moins, au moins 5 ans, mais également, l'entreprise garantit de supporter ces produits-là. On avise les organisations policières pour qu'ils puissent prévoir éventuellement un remplacement si c'est nécessaire. Ça va, M. Côté. Mme Gibault, c'est à vous. Oui, bonjour. J'en profite pour vous saluer, M. Charron. Bonjour, Mme Gibault. Bonjour. C'est un plaisir de vous voir. Oui, moi aussi. Les temps, ça change, ça change. Oui. Dans votre organisation, tout le monde, que ce soit à travers le Canada ou spécifiquement au Québec, est-ce qu'il y a eu des tests devant les tribunaux pour la preuve? Comment ça a été reçu? Comment ça a été... est-ce qu'il y a déjà eu des tests devant un tribunal canadien, évidemment, en fonction du code criminel qui est canadien, là, on s'entend? Je peux vous dire que présentement, à Calgary, la solution est implantée depuis près de 2 ans. Donc, il y a eu des procédures judiciaires, c'était reconnu à la Cour. Dans le cadre du projet pilote au SPVM, il y a eu un bon nombre d'accusations, puis justement, des chercheurs de l'Université de Montréal qui travaillaient dans le cadre du projet pilote ont décidé qu'il y avait une étude comparative entre ceux qui portaient des caméras et ceux qui ne portaient pas les caméras. Et puis, il y a eu une augmentation des plaidoyers de culpabilité, puis une réduction importante au niveau du processus judiciaire, allant jusqu'à 57 jours en moyenne entre ceux qui étaient équipés d'une caméra corporelle et ceux qui ne l'étaient pas. En complémentaire, vous réduisez Jordan de 2 mois, à ce que je comprends. Bien, écoutez, c'est l'étude que Mme Boisvert a fait là, de l'Université de Montréal dans le cadre de son doctorat. Elle travaille en collaboration avec Rémi Boivin et l'École nationale. Mais est-ce que vous avez eu des failles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bloqué au niveau judiciaire? Ben, le plus gros défi qui a été, c'était un petit peu la résistance au changement de la part des personnes impliquées. Par la méconnaissance de la technologie, mais s'il y a une chose, c'est que ce qui fait la force, c'est non seulement les caméras corporelles, mais également la plateforme de soutien qui permet, de stocker sécuritairement les données, 2, de pouvoir les partager électroniquement. Exemple, dans la région de Durham, présentement, les services de police divulguent électroniquement tous les fichiers électroniques, que ce soit les caméras corporelles, mais également qui proviennent de tierces parties, vidéos de surveillance, les appels 911, tout ce qui est numérique, le divulgue électroniquement au DPCP, à l'équivalent du DPCP en Ontario, les procureurs de la Couronne. Puis même les procureurs de la Couronne ont débuté à faire la divulgation électronique à la défense. Et puis, dans un prochain avenir, l'objectif est de pouvoir justement présenter la preuve devant les tribunaux eux-mêmes. Merci. C'est vrai, Mme Gibault.
Moi, j'aurais une question sur, dans la vidéo, puis et vous l'avez dit, M. Charon, là, on observe des bienfaits. Vous parlez d'un projet de recherche, là, Mme Boisvert de l'Université de Montréal. Ça serait peut-être intéressant d'avoir la référence. Mais au-delà de ça, est-ce que les effets observés, et je pense même dans la vidéo, là, on dit que c'est plus ou moins documenté. Et c'est là que je veux vous amener. Est-ce que sur le plan, parce que de l'appétit, un sondage ce matin, 94% des Québécois sont en faveur des caméras corporelles. Est-ce qu'il ne manque pas un peu de projets de recherche scientifiques, universitaires sur les bienfaits ou sur des contraintes ou les effets négatifs de l'usage des caméras corporelles? Je dois admettre qu'effectivement, mais d'un autre côté, de plus en plus, il y a des projets de recherche. Je dois vous dire que les caméras corporelles, oui, dans un premier temps, c'était implanté pour la transparence puis une reddition de comptes. Mais ce qu'on voit, c'est que la situation ici au Canada n'est pas tout à fait la même qu'elle peut l'être chez nos voisins américains, où est-ce que c'est vraiment là que ça a pris naissance. Si on regarde ce qui se fait en Angleterre, en Australie, on voit beaucoup de bienfaits à l'égard des dossiers en violence conjugale, où est-ce que de cumuler ces preuves-là a augmenté le nombre de dossiers qui pouvaient être justiciarisés, puis même d'augmenter le nombre de plaidoyers de culpabilité. Il y a des recherches qui se font à travers le monde, principalement sur le côté britannique, l'Australie, l'Angleterre. Le Canada commence à en faire également. Ce qu'on voit, c'est que justement, les bienfaits de la caméra corporelle, c'est pas juste une question de transparence, mais c'est une optimisation. C'est une sécurité pour l'intégrité des policiers. Même certains policiers le demandent. Il y a une étude qui a été faite où 85% des policiers désiraient ces équipements-là. Il y a même des policiers qui nous approchent de façon personnelle pour pouvoir s'équiper. Donc, vraiment, oui, il y a un besoin et puis on doit le documenter de plus en plus. Je sais que l'École nationale a fait certaines études, l'École nationale de police, puis les chercheurs en général, il y a un intérêt plus grand. Peut-être un deuxième volet avant de donner la parole à M. Matt. Vous avez parlé de formation en empathie, de tactique, de support, donc à partir de la réalité virtuelle. Est-ce que, à votre connaissance, au Québec, dans les corps policiers, ou à l'ESQ, ces formations-là ont déjà été offertes ou ont déjà été achetées, entre guillemets, par les corps policiers du Québec? Pas encore. Je dois vous admettre que c'est une technologie qui est très, très récente. On a eu une approche, un début d'approche avec l'École nationale. Comme vous le savez, la formation au Québec, c'est un peu la chasse gardée de l'École nationale. C'est leur mandat. On collabore déjà avec eux au niveau des formations pour les armes à impulsion électrique. Et puis, notre objectif, c'est justement d'approcher l'école pour voir s'il y aurait un intérêt. L'avantage qu'il y a avec cette formation-là, c'est qu'elle est virtuelle, donc beaucoup moins de déplacements. Elle peut être faite de façon individuelle. Puis c'est des modules de quelques minutes, donc ça peut se faire dans le cadre d'un cadre de travail, non sans nécessairement avoir à céduler les ressources. Oui. Donc, je sais que c'est nouveau au Canada. Présentement, il y a 2-3 corps de police, dont Alton, dans la région de Toronto, qui ont débuté l'utilisation. C'est en développement. Il devrait y avoir un intérêt. Merci. Monsieur Matt, c'est à vous. Oui, merci. Deux courtes questions. D'abord, la première, l'autonomie de la caméra. C'est quoi? C'est 10 heures, 12 heures, 24 heures? Adam? On a plusieurs paramétrages des résolutions. Aux résolutions recommandées de 720, on a une batterie qui peut enregistrer pour 4 heures et puis une vie de batterie de 12 heures. OK, merci. Deuxième question, est-ce que la caméra peut être actionnée à distance? Oui, on a des intégrations avec une technologie que l'on appelle Axon Signal. C'est une technologie qui utilise Bluetooth. Alors, si moi, je suis en train de porter une caméra et puis j'ai ouvert les lumières sur mon véhicule police, ça va activer la caméra. Si j'ai fait armer mon AIE, ça va faire activer la caméra. On a aussi un sensor qui fait attacher au holster.
Alors, s'il fait tirer sur leur fusil, ça fait activer les caméras. Et puis, ça va faire une activation automatisée pour tous les caméras qui sont dans la distance à peu près de 3 mètres. Et puis, tous les caméras, même s'ils sont dans cette distance, même pour un moment, dans ce moment d'enregistrement, après ça, ces vidéos sont liées. Alors, on aura une perspective de tous les agents qui étaient en train d'enregistrer avec une caméra unique dans ce moment-là. Et puis, c'est aussi lié à notre système véhiculaire. Alors, il y a plusieurs exemples. On a des perspectives de la caméra véhiculaire et aussi la caméra portail. Peut-être un petit complément, si vous permettez, M. Sévigny. Allez-y. Est-ce que la loi des renseignements personnels canadienne, est-ce qu'elle a regardé l'application? Est-ce que c'est conforme? Oui. Go ahead, Ben. Il y a eu différentes études. Présentement, le service de police de Toronto travaille beaucoup avec ces organismes-là. C'est une question de procédure. Donc, l'important, c'est d'avoir justement une procédure qui encadre très bien l'accès à l'information avec un jeu de rôle et permission. C'est une des inquiétudes qu'on voit le plus, mais je peux vous dire que les services de police qui utilisent cette technologie présentement balisent et encadrent rigoureusement ces informations-là. Il y a tout un processus de caviardage qui existe dans l'éventualité où ça doit être rendu public, justement pour préserver le respect humain. Juste pour enchérir sur ce que Adam mentionnait tantôt, l'activation automatisée, c'est pour le policier, pour s'assurer que ça puisse se faire dans une situation de stress. Souvent, on oublie d'activer l'enregistrement. Par contre, exemple, le poste de police ne pourrait pas initier à distance l'enregistrement. C'est une question justement de respect de vie privée et de respect des droits des personnes. Merci. Ça va, M. Matt. Peut-être en terminant, une question sur le coût. Est-ce que, parce que dans votre document, vous dites qu'un payback, non seulement un payback, mais on fait des économies sur 5 ans. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'un corps de police au Canada qui l'a utilisé, puis effectivement, parce que souvent, vous savez, en gestion publique, on se fait vendre un payback, puis dans la vraie vie, il n'y en a pas toujours. Est-ce que vous avez des cas documentés comme ça dans des corps de police? Ceux qui seraient en mesure de mieux répondre à ça est le service de police de Calgary qui utilise cette technologie-là depuis 2 ans. J'ai malheureusement pas les chiffres, mais je pourrais vous transmettre les coordonnées de la personne responsable du programme à Calgary qui pourra vous dire exactement les économies qui ont été faites. Oui, s'il vous plaît, ce serait apprécié. Est-ce qu'il y a d'autres questions, messieurs, dames? Donc, ça compléterait, puis on arrive au bout du 20 minutes. Alors, merci beaucoup, M. Assad. En passant, votre français est excellent. Merci beaucoup, M. Charon, M. Touffet, de votre visite au comité consultatif. Clairement, ça va nous permettre, nous, d'avoir une vision plus claire en termes d'équipement dans le travail policier. C'est très apprécié. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Bonne Au revoir. journée. Merci beaucoup.